j'espère que tout le monde va bien. Donc, merci aussi à Mélanie et Isabelle pour cette belle invitation pour une seconde fois. Je suis vraiment contente de vous présenter le sujet d'aujourd'hui. Donc, un peu comme Isabelle a nommé, j'ai une période de questions à la fin qui est dédiée à vous pour qu'on puisse interagir ensemble, regarder certains sujets. Ça se peut que durant la présentation, moi, je ne suive pas nécessairement la rubrique conversation, mais n'hésitez pas à écrire vos questions. On va pouvoir prendre un temps là, à la fin, il n'y a pas de problème. Donc, je vais partager l'écran. On me confirmera si tout est beau. Parfait. Est-ce qu'on voit la présentation? Excellent. Super! Donc, aujourd'hui, le thème de notre atelier, c'est un peu comment aborder la sexualité chez les enfants et les ados. C'est une présentation qui se veut autant pour le public que des intervenants ou des intervenantes qui voudraient aborder ce sujet-là, qui parfois, on va se le dire, c'est tabou. On ne sait pas trop comment l'aborder ni comment on devrait le faire. Donc, le but de la rencontre aujourd'hui, ça va être de vous outiller un petit peu plus pour comprendre la pertinence de le faire, mais aussi comprendre comment est-ce qu'on peut tous et chacun avoir un rôle là, dans la présentation de la sexualité pour nos jeunes. Donc, je vais juste aller ici si je veux changer. En attendant, je vais me permettre de mentionner aux participants, en fait, qu'en haut à droite, vous avez une option affichée. Donc, il y a possibilité d'épingler simplement Lily. Donc, quand vous allez dans sa fenêtre, en fait, dans son image, en haut à droite, vous pouvez l'épingler. Et à ce moment-là, vous allez ne voir que Lily. Et ensuite, vous pouvez aller en haut à droite, afficher côte à côte intervenant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir son montage à gauche, Lily à droite, et vous pouvez changer la proportion de la conférencière avec la proportion de, justement, la présentation de Lily. Alors, en haut à droite, vous avez des options pour comment vous voulez afficher, en fait, cette conférence-ci. Voilà. Super. Donc, si jamais il y a un problème au niveau de l'affichage, n'hésitez pas à nous le dire. Là, Mélanie et Isabelle vont pouvoir vous aider avec ça, peut-être un peu plus que moi, mais n'hésitez pas à nous écrire. Donc, je vous ai rapporté quelques petites statistiques, peut-être pour comprendre un petit peu d'où ce qu'on vient, nous, les sexologues, avec le pourquoi qu'on devrait enseigner l'éducation à la sexualité. Donc, c'est des statistiques qui sont du Québec, mais on peut s'entendre comme quoi que internationalement parlant, c'est quand même assez similaire d'une classe à l'autre. Donc, on a à peu près 50% des adolescents qui vont avoir un rapport sexuel avant l'âge de 17 ans. Donc, ça veut dire comme quoi qu'une personne sur deux qu'on peut regarder là, en bas de l'âge de 17 ans risque d'avoir eu sa première expérience sexuelle et savoir, c'est quoi une expérience sexuelle. On a ensuite à peu près 27% des adolescents qui utilisent le condom en contexte de couple. Donc, quand je parle de couple dans cette statistique-ci, on parle d'un couple monogame qui est exclusif. Donc, quand on regarde cette proportion-là, en tout cas, moi, des fois, ça vient me répéter un peu à quel point il est peut-être sous-utilisé et peut-être même sous-compris. 27%, ce n'est pas une très grosse proportion des gens qui l'utilisent. Et ensuite, en termes des adolescents qui expriment une curiosité de la sexualité, on parle de 70%. Donc, les jeunes veulent apprendre c'est quoi la sexualité, veulent apprendre comment est-ce qu'on aborde ça et c'est eux qui sont curieux. Je pense qu'il y a une grosse partie aussi que nous, en tant qu'adultes, on est parfois très malaisés à le donner. Et peut-être que vous êtes quelqu'un qui est super ouvert et qui veut bien l'expliquer, mais qu'on ne sait pas comment. Donc, moi, ce que je trouve encourageant de ces statistiques-là, c'est qu'on voit que quand même, les jeunes embarquent dans ces sujets-là qui sont parfois tabous, puis ils sont très curieux. Donc, il y a une pertinence juste à ce niveau-là d'essayer de voir avec eux, c'est quoi la sexualité, c'est quoi les dimensions de la sexualité, puis comment est-ce qu'on va faire pour toutes les aborder. Si on s'en va à la diapositive suivante, on va parler de sexe aujourd'hui. Il se peut comme quoi qu'il y ait des sujets
qui viennent plus vous toucher. N'hésitez pas, si jamais vous voyez qu'un sujet qui vous interpelle plus ou qui vous choque plus de nous en parler. Le but de la présentation est que ce soit le plus inclusif et le plus approprié possible, mais ça se peut comme quoi qu'il y ait des sujets qui sont plus triggering. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à nous le dire, ça va nous faire plaisir de nous adapter. Donc, quand on parle de sexualité chez les jeunes, ben, j'entends souvent que c'est malaisant. On ne sait pas comment l'apporter. Y a-t-il une bonne façon? Y a-t-il une mauvaise façon? Je travaille souvent en concertation avec des enseignants et des intervenants connexes en santé mentale et le commentaire que j'ai souvent, c'est ben, je suis qui, moi, pour leur parler de ce sujet-là? Je me sens peut-être trop vieillotte pour le dire. Je suis peut-être pas dans leur réalité. Je ne sais pas nécessairement si mon vocabulaire va être adapté au leur. Donc, c'est des choses qui peuvent être très malaisantes, puis j'en conviens. Ajoutons là-dessus que bon nombre sont des parents aussi. Et on a tous nos valeurs en tant que parents par rapport à qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants ou non. Donc, au-delà des connaissances, il y a aussi une dimension affective et émotive à parler de la sexualité. Et des fois, c'est stressant. Et c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, ben, mon objectif, ça serait que ça soit peut-être un petit peu plus facile de l'aborder ou qu'on ait un petit peu plus d'outils à savoir comment est-ce qu'on gère un climat de groupe et ou d'éducation à la sexualité individualisée. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Parce que souvent, ben, c'est malaisant, on ne sait pas trop comment le faire. Il y a le caractère intime aussi. Il faut dire comme quoi que bon nombre de la population mondiale vont avoir des rapports sexuels dans leur vie. À différentes fréquences, à différents types de partenaires. Fait qu'il y a une dimension intime aussi. Quand on parle de sexualité, de quelle sexualité qu'on parle? Est-ce qu'on parle de la nôtre? Est-ce qu'on parle de celle qui est peut-être plus médiatisée, plus publique? Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, c'est tout à fait normal, je pense aussi, de se positionner en tant que personnes qui sont sexualisées et de voir ben, comment est-ce que moi, je trouve ma manière, ma sauce, à proprement dit, de l'enseigner comme que moi, je le vois. Donc, si on regarde au niveau de la prochaine diapositive, ben, j'ai mis une petite statistique, pas une statistique, mais une petite quote. On veut attendre d'être à l'aise pour en parler, mais il faut en parler pour devenir à l'aise. Sens où ce que si je vous demande là, du jour au lendemain de faire des courses F1 avec un char de course, vous allez me dire, ben, je conduis ma petite auto, mais à part de ça, je ne suis pas une coursière. Là. Donc, c'est normal qu'il faut essayer avant d'être à l'aise. Et un peu comme quand on apprend à conduire, ben, à force de le faire, à un moment donné, on est un petit peu plus à l'aise. Un petit peu plus à l'aise. Puis après ça, on y pense même plus qu'on est en train de conduire. Là. On fait juste conduire, puis ça se fait tout simplement naturellement. Donc, un peu pour parler des sujets sexualisés, il faut être prête à se baigner dedans un petit peu, d'en entendre parler, de voir un petit peu où ce qu'on est rendu en termes de sexualité chez nos jeunes, chez nous-mêmes et chez les médias. On entend beaucoup parler justement de pornographie chez nos jeunes. Donc, il faut dire aussi qu'on fait face à de la fausse information. Donc, c'est important d'en apprendre puis d'essayer de voir comment est-ce qu'on veut gérer l'information qui va être propagée là, un petit peu partout. Ça sent. Donc, un peu comme je disais, c'est normal de ne pas savoir comment on s'y prend. Et c'est normal aussi de ne pas avoir toujours de réponse. Même en tant que sexologue, il va m'arriver des moments où je suis en train de faire un cours d'éducation à la sexualité, puis il y a quelqu'un qui me pose une méchante bonne question et je n'ai pas l'information. Je veux dire, on n'est pas des encyclopédies, on est des humains et c'est normal qu'on ne maîtrise pas tous les sujets de n'importe quel type de domaine, en fait. Donc, le fait que des fois, on ne connaît pas la réponse, on ne se permet pas de le nommer puis de dire à une personne, ben, malheureusement, je n'ai pas cet outil-là encore. Par contre, je pense qu'il est important, c'est que quand on n'a pas cette réponse-là, ben, on peut aller s'informer.
voir un petit peu qu'est-ce qui se dit ailleurs, puis de voir aussi comment est-ce qu'on peut intégrer le ou la jeune dans ce processus-là. Je donne un exemple avec un parent qui se ferait poser une question, ben maman, d'où viennent les bébés? Des fois, on veut dire, OK, ben on a un rapport sexuel et c'est comme ça que ça se passe. Sauf que c'est pas toujours possible ou on veut peut-être pas nécessairement le faire avec notre enfant, mais on peut donner des ressources. Par exemple, si je regarde au niveau du Québec, l'éducation à la sexualité est obligatoire depuis 2018. Je crois aussi qu'en France, vous me corrigerez, je n'ai pas nécessairement les législations françaises, mais l'éducation à la sexualité est aussi demandée là, dans les milieux scolaires. Là. On devrait, en théorie, en entendre parler. On s'entend, c'est pas la réalité de tous les milieux. Ça prend du monde qui sont habituellement formés pour le faire. Puis c'est souvent une tâche qu'on va déléguer à des enseignants. Et c'est très, très, très mitigé, ça, au niveau de la communauté sexologique, là, du moins au Québec. En France, je ne pourrais pas le dire, mais on est prête à ce que les enseignants aient les sujets et qu'ils puissent le faire, mais des fois, les enseignants ne sont pas toujours à l'aise. Donc, c'est normal que ces enseignants-là, des fois, évitent de le faire ou ne se sentent pas qualifiés pour le faire, puis ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce. Donc, c'est là que le domaine de la sexologie vient aider, que ce soit nous-mêmes qu'on donne le contenu à l'éducation à la sexualité ou qu'on coach, en fait, un enseignant à le donner. Techniquement, on devrait entendre parler de sexualité dans nos milieux scolarisés. Puis pourquoi aussi qu'on devrait le faire? Bien, c'est parce que c'est essentiel pour un humain de comprendre bien, d'où ce qu'on vient, comment est-ce que la sexualité fonctionne. On n'est pas nécessairement dans de la vulgarisation de contenu, mais c'est important que tout le monde puisse savoir du moins où est-ce que je vais chercher mon information. Comme je le mentionnais plus tôt avec la pornographie et les fausses croyances qui peuvent y être associées, bien, ça fait en sorte comme quoi qu'on a des croyances qui vont se propager de fausses informations, des informations qu'on ne veut pas nécessairement qu'elles soient comprises là, par l'ensemble de nos jeunes. Donc, pour favoriser le développement psychosexuel, c'est recommandé d'effectuer de l'éducation à la sexualité, autant via le milieu scolaire que via le milieu familial, parce que c'est deux domaines de vie qui sont hyper importants pour un enfant. Autant à l'école, on va apprendre toutes sortes de sujets, mais on apprend beaucoup aussi à la maison, avec nos parents, notre fratrie. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, ben, au niveau de nos apprentissages, ils vont vraiment se concrétiser et on va comprendre certaines notions. Donc, comme je disais un petit peu plus tôt, il va y avoir différents types d'exemples, autant au niveau scolaire qu'au niveau familial. Et si jamais il y a des exemples que peut-être que j'irai plus rapidement, on pourra aller plus loin là, au niveau de la discussion là, à la fin de la présentation. Aussi, un peu comme qui est écrit en bleu là, dans la présentation, on veut que ce soit sur des faits, ce qu'on nomme à nos jeunes. On ne veut pas nommer des choses qui ne sont pas vraies. Donc, c'est important aussi de s'assurer que l'information qu'on a vienne des bonnes sources. Un peu comme quand on veut chercher, je ne sais pas, moi, je pense à un exemple d'un ami qui, à chaque fois qu'il tousse, il va sur Google et là, on dirait qu'il voit qu'il va avoir le cancer. Là. Ben, on s'entend. Peut-être que Google, ce n'est pas le référent premier qu'on devrait utiliser quand on tousse. On pourrait peut-être aller voir un médecin qui est spécialisé, puis de voir un petit peu c'est quoi notre symptomatique. Donc, un peu avec le même principe avec l'éducation à la sexualité, c'est important de reconnaître c'est quoi les bonnes sources, puis comment est-ce qu'on fait pour aller chercher cette information. Malheureusement, Google, comme ça, ne va pas nécessairement nous donner de la bonne information. On veut que ça soit basé sur des faits et non basé sur des jugements. Donc, pour aborder la sexualité, ben, des fois, il faut avoir des trucs. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va aborder cette grosse bébête-là qu'on ne sait pas toujours là, comment gérer? Ben, il y a des choses qu'on peut faire en termes de questionnement qu'on va recevoir. Comme j'ai nommé aussi au début de la présentation, les jeunes sont curieux. Donc, ils vont avoir tendance à nous les poser, ces questions-là. Qu'elles soient très explicites sur la sexualité ou que ce soit via d'autres sujets, exemple la grossesse, les bébés, au niveau des CSS, tout ça, ben, on va avoir des questions à répondre.
Je pense qu'une des premières étapes qu'il faut faire en tant qu'adulte significatif qui va avoir à en parler à son jeune, ben, c'est de reconnaître la légitimité et la pertinence de la question. On va parfois avoir des questions qu'on va trouver idiotes ou non. Parce que nous, en tant qu'adultes, ben, on le voit avec notre lunette d'un adulte. Par contre, pour un enfant ou pour un adolescent, là, c'est quelque chose qui est quand même assez abstrait, quand même assez complexe. Et même de formuler une question, c'est pas toujours évident pour les jeunes. Donc, de reconnaître que le jeune a bien fait de poser une question et que c'était légitime et que c'est pertinent sa question, bien, ça fait en sorte comme quoi que le jeune devient un petit peu plus en confiance. Il est capable de reconnaître comme quoi qu'il va être écouté, puis son questionnement va être répondu. Une autre manière de faire, justement, parce que c'est pas toujours clair pour le jeune qu'est-ce qu'il veut comme information, là. Il pose une question, mais il ne formule peut-être pas dans des mots que nous, on comprend. Bien, on peut reformuler la question pour valider est-ce que je comprends bien ce que le jeune veut dire. J'essaie de vous donner un exemple de ça. J'ai déjà des jeunes qui vont me poser une question et qui vont utiliser un langage très, très vulgaire. Donc, des mots comme est-ce qu'un garçon devrait mettre les doigts dans la chatte d'une fille? Quand on entend ça, là, ouf, les oreilles nous frisent un petit peu. Mais peut-être que le jeune, c'est comme ça qu'ils ils ont des petits mots doux là, qu'ils utilisent. Donc, de savoir un peu le jeune, lui, dans qu'est-ce qu'il comprend de la sexualité, bien, ça vient de où? J'ai l'exemple justement d'un jeune qui avait répondu qu'il pensait que le bébé allait dans le ventre de la mère parce que la mère le mangeait. Donc, lui avait associé, bien, c'est dans son ventre parce qu'elle a mangé. C'est vraiment rigolo, c'est cute, sauf que ça nous permet aussi de comprendre, OK, le jeune est rendu au stade qu'il ne comprend pas nécessairement le rapport sexuel. Ça permet après ça de moduler un petit peu l'information qu'on va nommer, aussi, bien évidemment, en fonction de l'âge, pour être capable de donner la meilleure réponse à ce stade-là. C'est correct aussi de donner des réponses qui sont peut-être plus partielles. Il va m'arriver dans un cours à la puberté là, que je donne pour les 5e années du primaire au Québec, comment je dirais bien, je vais moduler ce qu'ils savent, puis aussi, ben, qu'est-ce que j'ai pas besoin de nommer. J'irai pas expliquer un rapport sexuel complet à des jeunes au niveau primaire. C'est pas nécessairement pertinent, puis c'est pas nécessairement non plus leur questionnement qu'ils ont. Par contre, d'expliquer le corps humain, ben, pédagogiquement parlant, ça fait partie des acquis qu'on devrait utiliser. Encore une fois, je pourrais regarder de vous le faire parvenir, là, soit par courriel, on pourra regarder avec Mélanie et Isabelle tantôt, mais j'ai comme un guide des contenus pédagogiques recommandés pour chaque tranche de niveau d'éducation québécois. Donc, exemple, en préscolaire, au niveau du primaire, au niveau du secondaire. Donc, on a en tant que société quand même des barèmes où ce qu'on sait qu'est-ce qui devrait être atteint à quel niveau.
Ça, mettons, dans ma partie à moi en tant que sexologue, ça me permet de m'ajuster aussi, là, de parler des bonnes choses au bon stade de développement des enfants. Ça, cette grille-là, je pense qu'elle est accessible en ligne, mais je vais vous la faire parvenir, là, surtout pour exemple la clientèle qui est française. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent, mais au moins, si vous pouvez avoir là, le barème québécois, ça fait toujours une idée des sujets qui sont abordés, à quel niveau d'âge. Donc, sur ce, on va aller avec l'autre partie, bien, un peu, qu'est-ce qui peut arriver quand on donne de l'éducation à la sexualité? Ça ne va pas toujours super fluide quand on veut en parler. Il y a des fois des situations où on va voir qu'on s'adapte, qu'on regarde un petit peu, OK, je viens d'avoir un questionnement, mais maintenant, comment j'y réagis? On aimerait ça que ce soit toujours dans un contexte de classe, en format magistral, que la personne nous pose une question. Mais il va arriver que, ben, on est à l'épicerie avec les enfants, et là, pouf, il y a une question qui se dit en pleine épicerie. Il peut y avoir aussi une situation où on est dans une cour de récréation et pouf, il y a quelqu'un qui dit un commentaire et là, oh mon Dieu, l'ensemble des enfants dans la cour de récréation réagissent à ça. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici d'un peu qu'est-ce qu'on fait quand on a une situation particulière. Donc, le premier exemple, ça serait ben, une question qu'on n'a pas une réponse immédiate. Comme que je disais plus tôt, hein, on ne peut pas tout savoir de tout. Des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas. Je peux penser, par exemple, en termes de rapports sexuels, ben, il y a des jeunes qui vont vouloir savoir ben, c'est quoi l'âge légal pour avoir un rapport sexuel. Ici, au Québec, c'est 16 ans, puis il y a des exceptions. Mais je veux dire, si on n'est pas sexologue, on n'a peut-être pas ça sur le bout de la langue. Là. On ne sait peut-être pas tous les détails et les spécifications qu'il faut avoir pour répondre à cette question-là. Ben, comme je disais, c'est correct de dire aux jeunes, écoute, je n'ai pas la réponse là, mais je vais faire mes recherches, puis je te reviens avec ça. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Ensuite, on peut faire des recherches en ligne avec des sources qui sont plus vérifiées. Donc, des fois, même, je sais qu'avec Google Scholar, c'est facile d'avoir des recherches scientifiques qui sont empiriquement vérifiées. Mais si jamais vous avez des sources gouvernementales ou ministérielles qui peuvent répondre à ça, bien, on peut aller aussi chercher l'information sur ce genre de ressources-là. Une autre situation, bien, c'est une question qui concerne la vie privée. Vous avez une jeune qui vous demande, ben vous, là, comment est-ce que vous faites l'amour? C'est quand même un malaise, hein, à ce niveau-là. On ne veut pas nécessairement parler de notre vie privée, surtout en tant que professionnel. Ça n'appartient pas nécessairement aux jeunes de savoir notre vie privée, mais aussi en tant que parents, il y a des choses qui sont nos jardins secrets puis qu'on veut garder intimes et c'est tout à fait correct. Une manière de dévier un petit peu de ça, ben, c'est de demander aux jeunes qu'est-ce qu'il pense, lui, qui est une pratique qui est saine. On peut aussi nommer que ben, on ne répondra pas directement à cette question-là parce que ça fait partie de notre jardin secret. Puis que notre jardin secret est important. Puis on peut demander aux jeunes, ben toi, est-ce que tu en as un jardin secret? Qu'est-ce que tu fais quand il y a des choses que tu ne veux pas nécessairement nommer parce que c'est privé et que ça t'appartient? Ça permet aux jeunes de comprendre les limites et de voir aussi là, comment est-ce qu'on peut gérer là, la vie privée de tous et chacun. Aussi, ce genre de questions-là, des fois, peut venir avec des confrontations, du sens où, mettons qu'on est dans un contexte, qu'on est en classe, puis un jeune qui va poser une question dite un peu confrontante, indiscrète, bien, des fois, c'est important de recadrer le jeune que, bien, tu sais, sa question est légitime. Par contre, on ne pourra pas répondre à ça parce que c'est dans le domaine de la vie privée. Et de reformuler, encore une fois, la question, mais peut-être de manière un petit peu plus neutre. Donc, exemple, un jeune qui nous demande, bien, nous, comment on fait ça, un rapport sexuel, ça ressemble à quoi? Bien, on peut reformuler la question puis de demander, bien, si je comprends, tu aimerais comprendre un peu la mécanique de comment fonctionne un rapport sexuel. Ça l'enlève le caractère qui est directement lié à nous, tout en répondant à la question de la personne. C'est pas parce qu'un jeune est confrontant que sa question n'est pas pertinente. On va avoir des fois l'impression que les jeunes vont utiliser des propos vulgaires et ou confrontants parce qu'ils veulent attirer l'attention ou avoir
comment je dirais, un rire là, du groupe. Par contre, ces questions-là, statistiquement parlant, sont souvent en prise d'un réel questionnement. C'est pas parce qu'un jeune va vouloir faire le clown en classe que sa question ne venait pas de nulle part. Là. Souvent, les jeunes, leurs questions sont très présentes, puis c'est important qu'on essaye d'y répondre, même si ça peut nous confronter en tant que personne. C'est sûr, hein, faut pas oublier, on a tous et chacun nos limites, et de les poser, ces limites-là, ben, c'est correct des mettre. Si jamais vous êtes en situation où on vous poserait une question, puis que ça vient confronter vos valeurs, hein, on n'est pas tous pareils, puis on a tous nos systèmes de croyances, c'est tout à fait correct. Ben, c'est possible de nommer à quelqu'un, ben, moi, je suis pas à l'aise de répondre à cette question-là, mais si tu veux t'informer, il y a telle ressource. Exemple, en ligne, des fois justement à l'école avec un professionnel qui sera à l'école. Donc, je pense que c'est important non plus de ne pas trop se mettre la pression puis se donner un petit peu d'autocompassion du sens où ben, nous avons tous et chacun nos limites en termes d'éducation à la sexualité et c'est hyper important de s'écouter au travers de tout ça. En ce qui concerne une question qui concerne une pratique sexuelle, j'ai souvent eu au niveau d'adolescents qui m'ont posé, exemple, ben, comment est-ce qu'on pratique l'anal? Moi, je ne suis pas là pour expliquer nécessairement la mécanique. Cependant, je ne veux pas non plus que leur seul cadre de référence soit lié à de la pornographie ou des contenus qui ne sont pas nécessairement représentatifs de la réalité. Donc, il y a quand même des choses qu'on peut faire. On peut parler de pratiques saines et de pratiques qui ne sont pas dangereuses, sans nécessairement expliquer la pratique en tant que telle. Quand on parle, exemple, de coït avec pénétration anale, ben, on peut expliquer tout simplement que c'est une pénétration, mais au niveau de l'anus. Tout simplement. On n'embarque pas nécessairement dans des détails auxquels on ne veut pas embarquer. Puis on peut aller chercher de l'information sur, ben, est-ce qu'il y a des pratiques plus sécuritaires de le faire? Exemple, est-ce qu'il y a des méthodes de protection qu'on devrait peut-être utiliser? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on regarde avant d'entamer cette pratique-là? Chaque jeune va avoir à un certain stade de sa vie à prendre action au travers de ses comportements sexuels. Donc, de le faire d'une manière qui est bienveillante et une manière qui est sécuritaire favorise que le jeune va apprendre dès le début qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un questionnement, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour que je me protège moi au niveau de mon intégrité mentale et mon intégrité physique, ce qui est très, très, très important. Ça permet aussi de travailler l'affirmation de soi parce que c'est pas parce qu'on est des êtres sexués qu'on a tous les mêmes désirs face à la sexualité. Il y a des gens qui en veulent plus, des gens qui en veulent moins, des gens qui sont plus intéressés par un sujet, d'autres par d'autres. Donc, c'est important de regarder un petit peu aussi, ben, qu'est-ce qui est sécuritaire, puis qu'est-ce qui est adéquat. Puis avec ça, ben, après ça, c'est à ton tour d'explorer puis de voir toi, qu'est-ce que tu aimes et toi, qu'est-ce qui est bénéfique. En plus de tout ça, une autre question qui peut arriver souvent, ben, quand on touche aux valeurs individuelles, je peux penser à, exemple, la communauté LGBTQ+. Ça m'arrive fréquemment d'avoir des contacts avec cette clientèle-là. Pour ceux qui ne le sauraient pas, dans le fond, on parle de toute la communauté gay, lesbienne, trans, queer et j'en passe. Donc, quand on touche au niveau de l'orientation sexuelle, au niveau du genre, ben, c'est pas tout le monde qui ont les mêmes idées ou qui ont les mêmes valeurs par rapport à la communauté. Je pense que c'est important de rester dans le respect, mais c'est correct qu'on ne soit pas nécessairement à l'aise de parler d'un sujet comme ça si on n'est pas nécessairement informé ou que ça vient peut-être rejoindre des valeurs un petit peu plus ancrées. Mais on peut quand même soutenir un jeune puis lui donner des pamphlets de ressources communautaires qui sont proches. Par exemple, la Fondation Jean-Yves Desjardins fait beaucoup là, de conférences sur différents sujets. Bien, il se pourrait, peut-être qu'il y en a déjà une, qui parle de la diversité de genre et de la diversité d'orientation sexuelle. Donc, ça peut être un moyen de répondre à des questions sans toutefois soi-même s'impliquer avec des valeurs individuelles qui nous sont propres et que des fois, on n'est peut-être pas à l'aise d'en parler d'un sujet.
Il y a aussi tout ce qui est une préoccupation qui nécessite une intervention individuelle. Je vous donne un exemple. On a un groupe de jeunes filles à une soirée de filles qui parlent de sexualité, puis il y en aurait une qui décrirait des rapports peut-être violents ou d'agression. Ben, on ne voudra pas nécessairement aborder ce sujet-là en groupe. Quand une intervention nécessite une intervention individuelle, c'est important de prendre ça à part et de regarder avec la personne qui aurait nommé là, une préoccupation là, liée à la sexualité, comment est-ce qu'on gère. En même temps, même en tant que sexologue, il m'arrive de ne pas prendre une décision seule. Quand on parle notamment d'agression sexuelle, ça implique beaucoup d'instances, ça implique parfois la famille, les parents, ça implique des fois l'école, ça implique des fois des instances comme la protection de la jeunesse. Donc, c'est important de ne jamais se sentir seul. Quand on a des préoccupations et qu'on doit faire une intervention individuelle, ça ne veut pas dire que c'est nous qu'on va prendre en charge l'intervention. On a des systèmes d'aide, on a des systèmes qui sont là pour nous guider et qui sont aussi, la plupart du cas, anonymes. Donc, c'est possible d'être bienveillant dans un genre de démarche comme ça et de vouloir éduquer une jeune qui serait dans une position vulnérable sans toutefois se sentir pressurisé de prendre en charge une démarche. On peut tout simplement être dans un rôle de soutien, d'accompagnement pour être certain que la personne ait l'aide qu'elle nécessite. Donc, c'était des exemples. On pourra reparler, là, bien évidemment, de d'autres exemples plus tard là, lors de la période de questions. Mais en gros, je vous dirais qu'au niveau de l'éducation à la sexualité, c'est le genre de questions ou de situations un petit peu embêtantes auxquelles on peut avoir à faire face là, lors de l'éducation à la sexualité. Il y a aussi des sujets qui reviennent. Là, on s'entend, j'ai mis 6 sujets, mais il y a vraiment une panoplie de sujets qu'on peut voir. Mais souvent, on va avoir la question, ben, est-ce que je suis normale? Je veux me sentir normale. Est-ce que les autres aussi ont ces questionnements-là? Est-ce que les autres aussi se sentent comme moi? C'est quelque chose que fondamentalement, on a le goût de savoir qu'on n'est pas tout seul dans ce bateau-là d'incompréhension. Donc, les gens vont souvent se demander si une action, si un comportement, si une pratique est normale ou si elle ne l'est pas. Puis, c'est dur de dire est-ce que c'est normal ou pas. Encore une fois, tout ce qui est en termes de moralité, c'est très individualisé entre chacun, ça fait partie de nos valeurs. Donc, des fois, de ramener sur le fait on n'ira pas répondre à est-ce que c'est normal ou pas, mais répondre qu'est-ce que tu veux savoir dans le fond? Est-ce que tu veux savoir si c'est correct que toi, tu ailles ces idées-là ou que tu ailles ces pensées-là? Là, on va valider beaucoup plus le questionnement de l'enfant au lieu de le ramener à une moralité qui, des fois, peut être très difficile à répondre. On parle souvent aussi, ben, en termes de sujets le plus spécifiques, ben, les premières fois, exemple, les premières fois que je vais avoir mes règles, les premières fois que je vais avoir une éjaculation, les premières fois que je vais être exposée à un corps nu, la première fois que je vais devoir m'exposer à une vidéo pornographique parce que mon ami, ben, il en écoute. C'est toutes des choses, ça, que les premières fois qui inquiètent beaucoup les jeunes parce que c'est l'inconnu. On n'a jamais vu certains sujets, là. Donc, les premières fois, souvent, ils veulent se préparer, ils veulent comprendre avant tout pour être sûr ben, de ne pas mal réagir si jamais là, il y a une situation où ils comprennent moins quelque chose. On peut regarder aussi tout ce qui est le corps qui change. Hein? On peut parler de puberté. Le corps change beaucoup lors de la puberté. On peut parler aussi de tout ce qui est les changements en diversité corporelle, hein? Parce qu'il y a des gens qui vont être plus minces, des gens qui vont être plus gros. Puis des fois, on a beaucoup d'inquiétudes par rapport à notre estime corporelle. Donc, ce corps-là qu'on a qui change apporte beaucoup, beaucoup de questionnements chez les jeunes. Bien évidemment, comme je disais plus tôt, la pornographie. La pornographie, pourquoi c'est un sujet qui revient? C'est que même des jeunes, même quand ils sont curieux, ils ne savent pas nécessairement où aller chercher l'information. On tape là tantôt pénis sur Google et je vous garantis, il y a au moins un lien
qui est un site pornographique avec des images, des vidéos qui sont très explicites. Pourquoi on entend souvent parler de la pornographie du mauvais œil? C'est parce que ça ne représente pas toujours la réalité. En soi, la pornographie, ce n'est pas quelque chose qui est mal. Je veux dire, on voit des contenus, ça peut être plaisant pour certains, ça peut permettre un développement de l'érotisme là, à long terme. Par contre, ça met aussi une pression chez les gens. Et un jeune exemple que son seul cadre de référence serait des vidéos pornographiques, ben, il va peut-être se demander pourquoi que lui, ben, quand il arrive à avoir un rapport sexuel, ça ne dure pas 2 heures et demie de temps. Parce que les vidéos pornographiques, on va se le dire, c'est des corps qui sont très idéalisés, c'est des pratiques sexuelles qui ne sont pas nécessairement courantes ou qui vont même être des fois violentes. C'est des contextes de consentement qui sont peu clairs, voire pas du tout présents. Donc, la pornographie, c'est important comment dire, de ne pas la cacher, parce qu'elle existe et les jeunes vont la trouver même si on essaie de la cacher, mais de peut-être normaliser comme quoi que ce n'est pas la seule chose qui explique la sexualité. Puis que, ben, justement, un parent ou quelqu'un à l'école qui s'occupe de ce volet-là va peut-être offrir beaucoup plus d'informations que seulement une vidéo de pratiques sexuelles explicites. Il y a aussi tout ce qui est le côté pression sociale. Quand on vieillit, ben, on se dissocie un petit peu de notre famille, hein, puis nos pères deviennent les référents d'informations le plus souvent là, cool qu'on veut. Là. Donc, les amis dans la récréation, là, ben, s'ils parlent, exemple, de Ah, ben là, moi, mon pénis est grossi, ben, c'est sûr qu'un jeune va se préoccuper beaucoup plus de son pénis. S'il n'avait pas entendu ça, il ne le regarderait pas. Là. Donc, des fois, les pressions sociales, justement, d'être accepté, d'être normal, de faire partie du groupe, peut faire en sorte comme quoi que certains jeunes vont opter pour des pratiques qui ne sont peut-être pas à son niveau d'apprentissage et ou de développement, mais qui sont peut-être aussi pas nécessairement ce qu'ils veulent. Donc, c'est important que quand on parle de pression sociale, bien, de parler aussi de qu'est-ce qui est l'affirmation de ses besoins. Un jeune peut ne pas être en accord avec ce qu'un autre jeune dit, mais c'est important qu'il le nomme si ça vient le déranger ou que lui n'est peut-être pas rendu à ce niveau-là, puis que ça le complexe ou que ça l'angoisse. Il y a tout aussi le contexte des relations amicales et ou amoureuses. Donc, on peut voir dès le primaire, ben, est-ce que tu as une copine? Est-ce que tu as un copain? Comment ça se passe? Donc, c'est sûr comme quoi qu'eux, ben, ils veulent rentrer en relation avec les autres, puis ils vont se poser la question de ben, à quoi ça ressemble une dynamique amoureuse? C'est quoi la différence entre un ami et un amoureux? Toute la notion d'intimité, de complicité, des fois, c'est quelque chose qui est très abstrait pour un jeune, tandis que pour nous, ben, on peut avoir vécu des relations significatives dans notre vie qui sont positives et saines. Je pense comme quoi qu'en lien avec ce sujet-là, ben, c'est important de rappeler que peu importe la relation qu'on a, que ce soit via un ami ou un amoureux, ben, que quand c'est fait dans le respect et que c'est fait de manière saine, ben, on a quelqu'un de significatif dans notre vie, puis c'est super positif, ça. D'encourager qu'une personne exprime ses émotions aussi par rapport à une personne. Quand on parle de sexualité, on pense souvent à sexe, sexe, sexe. Là. On n'est que là-dedans. On oublie tout le côté intime, le côté relationnel, le côté affectif qui a autant son importance, voire même si pas plus. Parce que sans l'intimité, les relations, les émotions, on est pas mal, on est pas mal les petites roches, puis on ne fonctionne pas trop dans notre vie. Donc, d'aborder le côté relationnel au travers de la sexualité, ça permet que ben, les sujets qu'on va parler sont beaucoup plus riches, sont beaucoup plus approfondis, puis qu'on répond non seulement à une question de surface, mais à une question de profondeur. Quand on regarde au niveau du personnel scolaire versus les parents, ben, je pense comme quoi qu'il y a quand même des différences assez notables qu'il faut aborder. Pour quelqu'un qui est dans le personnel scolaire, ce n'est pas nos enfants directement nécessairement, c'est des jeunes qu'on veut éduquer en parlant de mathématiques, en parlant de français, en parlant de toutes sortes de sujets.
Mais la sexualité, c'est aussi un sujet d'apprentissage qui est nécessaire. Comme je le nommais plus tôt, du moins au Québec, l'éducation à la sexualité est redevenue obligatoire à partir de 2018. Puis pour mes collègues qui sont enseignants, avec qui j'ai beaucoup d'échanges, c'est pas toujours facile d'en parler. Puis on peut pas nécessairement réserver des heures de classe pour parler de sujets dits plus éducation à la sexualité. La raison étant, c'est qu'on vient de vivre une grosse pandémie, on va se le dire. Je pense comme quoi qu'on est en pénurie de personnel un petit peu partout. C'est pas toujours évident pour un enseignant ou un intervenant connexe de prendre en plus de ses tâches, ben, le mandat de l'éducation à la sexualité. Je pense que pour tout le personnel enseignant ou scolaire qui m'écoute en ce moment, ce qui est important, ce que vous sachiez, c'est que vous avez quand même des ressources d'aide. Vous avez quand même des ressources pour vous accompagner. Au Québec, on a ce qu'on appelle des conseillers pédagogiques en sexologie qui travaillent pour les centres de services. Mais je crois qu'au-delà d'un centre de service, les directions scolaires peuvent quand même être des agents d'aide dans l'éducation à la sexualité. C'est important quand on se fait donner des mandats qu'on ne se sent peut-être pas toujours outillé, ben, d'aller chercher un petit peu de soutien venant de nos milieux de travail. Aussi, nos collègues, des fois, ça va tomber qu'il ben, y a quelqu'un qui était plus à l'aise de parler d'un sujet que d'un autre. Donc, ensemble, je pense que qu'est-ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on peut regarder l'éducation à la sexualité sans pour autant s'approprier un mandat qui est énorme. On va se le dire, ce n'est pas un petit mandat, l'éducation à la sexualité. Puis ça prend bien des gens pour apprendre à un jeune, ben, c'est quoi la sexualité, c'est quoi les relations. Pour les parents, des fois, hein, on va vouloir justement que l'école s'en charge et qu'il s'en occupe, mais vous êtes les premiers modèles de vos enfants en matière d'éducation à la sexualité. Autant que moi, je peux parler des concepts, regarder c'est quoi une émotion avec un jeune, regarder c'est comment il vit sa première relation amoureuse. J'aurais jamais l'ampleur et l'importance qu'un parent peut prendre. Donc, c'est important en tant que parent aussi qu'on partage la responsabilité de l'éducation à la sexualité. Encore une fois, il faut se rappeler, on est des parents, il y a des sujets qui viennent peut-être plus nous toucher, il y a des choses peut-être qu'on veut pour nos enfants puis qui ne sont pas nécessairement ce que notre enfant veut. Donc, je pense qu'en se rappelant qu'on peut travailler en partenariat entre les milieux scolaires, les milieux familiaux, puis les milieux peut-être de spécialisation professionnelle comme des sexologues, bien, on arrive à faire en sorte que l'éducation à la sexualité, elle est beaucoup plus facile à donner, mais aussi, elle devient beaucoup plus agréable à donner. On utilise toutes nos forces, puis quand on a besoin d'aide et de soutien, bien, on peut aller le chercher. Donc, ça serait ma recommandation, en fait, là, en termes d'aller chercher le soutien là, qui va vraiment favoriser vos propres apprentissages, vos propres compréhensions des sujets, mais aussi ne pas vous laisser dans une position où vous n'êtes pas à l'aise et que vous vous sentez vraiment envahi par un sujet qu'on ne veut pas nécessairement trop aborder. Ce que j'ai fait aussi aujourd'hui, je vous ai fait un exemple d'outils qu'on peut utiliser. C'est une compagnie qu'on appelle Giant Microbes. J'ai donné les liens autant canadiens, français, suisse que aussi le lien principal américain. Donc, ça, c'est les URL là, pour ces sites-là. Certains, je sais qu'au Canada, on n'a pas nécessairement tout le matériel disponible, mais quand même, le matériel il est varié. Giant Microbes, c'est une compagnie, dans le fond, qui font des peluches d'éducation de tout genre. Donc, on peut avoir en ce moment, là, avec la COVID-19, là, ils ont un toutou COVID-19. Donc, j'ai apporté mes toutous aujourd'hui pour vous les montrer, pour que vous voyez aussi que ben, quand on veut parler de sexualité, des fois, on n'est pas obligé de juste dire des mots. On peut utiliser des toutous, des choses comme ça. Donc, j'ai ici mon utérus avec ses ovaires qui s'enlèvent et qui sont vraiment interactifs. Donc, quand on veut parler, exemple, de menstruation ou de grossesse ou de comment tout ça fonctionne, bien, on a un beau petit modèle avec des petits yeux. On va s'entendre. C'est vraiment mignon. Là. Moi, chaque fois que je le sors, je trouve ça tellement cute. Donc, on peut vraiment prendre le temps d'expliquer
comment est-ce que cet organe-là fonctionne dans notre corps. Puis en plus, il est à peu près il est un petit peu plus gros que la norme, mais tu sais, il est en plein des bons formats. Il est vraiment mignon. En même temps, tout ce qui est le côté reproduction, ben, ils ont des ovules, puis ils ont les spermatozoïdes. Encore une fois, un petit peu à format, là, on s'entend, les spermatozoïdes sont toujours plus petits, l'ovule toujours plus grosse, mais ça permet d'expliquer aussi de ben, comment ça fonctionne, hein, la création d'un humain. Fait que ça fait en sorte que ce matériel-là, ben, plus interactif, un petit peu moins malaisant que tout simplement de montrer une photo scientifique, parce qu'on s'entend aussi, pour les jeunes aussi, des fois, c'est gênant. Fait que d'avoir des affaires comme ça, des toutous, des jouets. Puis, j'ai même, en même temps, les petits ITSS. Donc, je vous présente la syphilis, la chlamydia. Ici, j'ai le VPH, la gonorrhée, on a l'herpès et j'ai mon gros toutou ici, le VIH. Donc, c'est une idée, ça, des fois, quand on veut aborder la sexualité puis qu'on ne sait pas comment s'y prendre, pas besoin d'un PowerPoint là, tout le temps, là, pas besoin d'aller chercher des images que même nous, ça nous dégoûte ou que ça nous fait peur. Il y a toutes sortes de matériels qui peuvent exister pour vous aider. Donc, ça, c'est un outil, comme je vous dis, parmi tant d'autres pour un sujet très spécifique, mais il y a des vidéos qui existent, je pense, je n'ai pas mis le lien, mais je pourrais le mettre là avec Mélanie et Isabelle, des vidéos, on parle de sexe. Donc, c'est des petites vidéos là, en style rubrique qui ont des informations assez pertinentes sur des questions que les jeunes peuvent se poser. Peut-être un petit peu moins adaptées au niveau primaire, mais tout de même, il y a des choses qui peuvent être adaptables. Donc, quand on ne sait pas comment aborder un sujet, ben, on peut utiliser une vidéo qui vient supporter un peu nos dires, qu'est-ce qu'on tente d'expliquer, qu'est-ce qui est peut-être plus complexe à mettre dans nos propres mots. Donc, on a du support là, qui existe, qui peuvent être vraiment pertinents pour vous. Je peux penser aussi, des fois, même à de la création de matériel. Des fois, on ne sait pas comment est-ce qu'on veut aborder, je ne sais pas, moi, les relations saines versus les relations toxiques. On a fait, avec la Fondation Santé sexuelle Jean-Yves Desjardins, une conférence là, sur la dépendance affective et la jalousie. Donc, ça aussi, ça peut être un outil pour vous de comprendre qu'est-ce qui est une relation saine, quand est-ce que la jalousie devient peut-être plus nocive. Donc, tous ces acteurs-là, là, puis j'aimerais tellement tous vous les nommer, il y en a vraiment une panoplie, là. Vous pourriez en rechercher et en trouver certains que vous aimez plus même. Mais c'est toutes des choses qu'on peut utiliser qui facilitent l'éducation à la sexualité puis qui facilitent que, ben, on ne soit pas sans information puis qu'on puisse être à l'aise de la donner. Hein, comme que j'ai dit plus tôt, ben, pour devenir à l'aise, il faut qu'on se mette un peu dans le bain, hein, puis il faut qu'on l'essaye. Donc, c'est des choses qui peuvent peut-être vous aider, vous accompagner à trouver des ressources d'aide, puis peut-être aussi normaliser le fait que c'est pas facile. C'est pas facile de parler de sexualité, mais à force de s'informer, déjà, je pense, de votre présence ici aujourd'hui, ça témoigne vraiment une belle ouverture sur comment est-ce qu'on peut faire collectivement pour éduquer les plus jeunes, pour qu'eux aussi soient épanouis éventuellement sur le point de vue sexuel et affectif. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère comme quoi que ça a été pertinent pour vous et qu'on a pu répondre à certaines questions. On va présenter...